Hey, salut la gang! Très content de vous voir pour la première fois en podcast vidéo. On est rendu à l'épisode 66. C'est le premier vidéo. Ça fait longtemps que je vous en parle. On est tout droit des studios Wave & et on a reçu un excellent invité cette semaine, un ami, un collègue, un partenaire, un excellent entrepreneur en Nicolas Loisel, qui est le propriétaire de l'entreprise MTL Balance Board, une entreprise qui fait des planches d'équilibre. Pour vrai, une super belle entreprise. Je vous invite à aller, pendant que vous m'écoutez, à moins que vous êtes en auto, faites pas ça, mais allez sur l'Internet, voir à quoi ça ressemble ces produits. C'est un parfait cadeau de Noël. On approche des fêtes. Là. Allez regarder ça, vous allez triper sur ces produits. On a parlé, pour vrai, c'est un super bel orateur. C'est un gars que j'admire, que j'adore. On a parlé de ses produits, on a parlé de sa croissance, on a parlé de son passage au Dragon qu'il a fait, puis de vraiment ses gros pics, comment il les a gérés en termes de gestion des stocks, en termes de rush, en termes de ses fails aussi qu'on a parlé. Mais c'est vraiment un excellent épisode. Je suis content que vous puissiez voir ce premier épisode-là en vidéo. Vous allez avoir aussi mon collègue Simon, qui est co-hôte comme à l'habitude. Et je vous souhaite un excellent épisode, la gang. Commençons avec ça, carrément. Les dragons. Mais genre, je veux un angle, mettons, de quelque chose que tu n'as pas parlé à date dans les dragons. Ah, c'est là que tu parlais du concerto tantôt. Je sais pas enregistrer ça. Excuse-moi, qu'est-ce que j'ai pas dit des dragons? Ouais, c'est ça. Tu as eu un passage au dragon, ça fait 2 ans de ça? Oui, 2020. 2020, ça fait début COVID, là, on est dedans. Je t'ai vu passer à une trolley de podcast. C'est sûr que tu as parlé de ça des dizaines de fois, ton passage au dragon. Y a-t-il des affaires que tu n'as pas dit là-dessus qui sont crunchy? Crunchy, ouais, comme j'ai dérogé de ma mission environnementale qui était d'utiliser juste du bois recyclé. Et j'ai tellement été débordé que j'ai dû acheter du bois pendant une période de temps pour pouvoir combler à la demande parce que j'étais tellement dans le jus que je peux pas attendre. À cause des dragons, tu as eu beaucoup de ventes. Exactement, je ne pouvais pas attendre les déchets industriels de mes manufacturiers parce qu'ils m'en produisaient pas assez ou ils en généraient pas assez. Fait que j'ai dû aller acheter du bois pour faire des planches d'équilibre. Sinon, qu'est-ce que je peux dire d'autre de juteux là-dessus? Écoute, ouais, j'ai pas mal tout dit, je pense. Mais c'est pas grave là, si ça se répète. Là, y a-tu des gens qui se sont plaints de ce fait-là? De ce fait-là que j'ai utilisé du bois qui n'était pas recyclé? Non, j'en ai pas vraiment entendu parler parce que j'ai fait une annonce en disant justement qu'au lieu de planter un arbre pour chaque balance board vendu, ben, en considérant le fait qu'on n'utilisait pas du bois recyclé, ben, pour comme double down, ben, on a décidé de planter 2 arbres pour ces 400 planches-là qu'on a vendues. Question de se sentir un peu moins coupable, puis de quand même respecter notre ligne directrice au niveau de notre mission environnementale. Mais c'est sûr que c'était pas l'idéal pour moi, mais ça a quand même été un plan B que j'avais pas le choix d'aborder parce que les gens attendaient. Je recevais des emails, les gens étaient impatients. Tu sais, il y a des commentaires du genre « Ah, avoir su, j'aurais commandé sur Amazon ». T'es comme d'autres. Tu peux pas vraiment me comparer à Amazon. C'est non seulement la plus grande entreprise au monde, mais tu me compares une petite PME que tu viens de voir au Dragon, là, tu l'as vu, là, j'avais l'air pas d'un petit caille, là, mais je suis un petit entrepreneur. Je viens à peine de commencer, puis toi, tu me dis avoir su, j'aurais commandé chez Amazon. Tu sais, c'est comme, c'est le petit Québec, ça. Ça, c'est les gens du Québec qui sont pas vraiment, ils ont pas vraiment de perspective sur dans quoi ils s'engagent quand ils veulent engager des jeunes entreprises, puis au final, ben, c'est pas très encourageant, mais quand je reçois des commentaires comme ça, j'en ai pas reçu juste qui me disaient ça, mais à un moment donné, c'est comme il fallait que j'active. Là, j'ai compris qu'il y avait des choses qui étaient plus importantes pour ma santé mentale, ma santé physique. Fait que j'ai décidé de prendre l'option d'acheter du bois cette fois-ci. Là. Ça doit pas t'arriver souvent, par contre, d'avoir des commentaires. Par la nature de ton produit qui est comme éco-friendly, c'est pour bouger, c'est comme tout est comme des bons arguments. C'est sûr que ça doit pas t'arriver souvent de recevoir des commentaires de merde, mais il y en a-tu qui te viennent en tête de... Ah, ben oui, il y en a plein pour de vrai. Genre, voir que tu vends ça à ce prix-là, je pourrais m'en faire un pour 10 ou 15 $ chez nous. Puis, tu sais, ça revient tellement, tellement souvent pour de vrai. Tu sais, les gens ont de la difficulté à voir la valeur dans un produit, le processus de production, tu sais, la mission environnementale qu'on a, les actions qu'on fait par la suite, la qualité du produit. C'est toutes des choses que des fois, les gens passent rapidement par-dessus en superficie. Mais au final, les gens, je leur dis toujours la même chose. Est-ce que tu vas voir le restaurant Pacini, puis tu leur reproches de vendre leur plat de pâtes 22 $. Plus cher qu'au McDo. Tu peux t'en faire un pour 3 piastres chez vous. Non, tu vas là pour un service. C'est convenient. C'est facile. Les gens le préparent pour toi. T'as pas de vaisselle. T'as pas à aller chercher la nourriture au IGA. T'as pas à la préparer. T'as juste à la manger. Ben ça se paye. Mais c'est la même chose pour moi. Tu sais, mon balance board, oui, si tu le fais chez vous, il va te coûter 15, 20, 25 $. Mais par contre, t'as-tu les outils pour le faire?
Est-ce qu'il va être aussi beau? Est-ce qu'il va avoir une belle finition? Est-ce qu'il va arriver à la porte devant chez toi? Il va avoir un mode d'instruction avec des vidéos qui sont là pour te montrer comment l'utiliser, comment maximiser son utilisation, comment t'entraîner avec, des petits jeux pour les jeunes enfants. C'est toutes des choses que les gens, des fois, ne s'attardent pas à, puis ils voient pas la valeur ajoutée qu'il peut y avoir un produit. Fait que des commentaires négatifs, puis j'en ai encore aujourd'hui. Là. Yes, t'as dit quelque chose d'intéressant parce que là, ton produit est ici, là, pour ceux qui regardent ça par vidéo. Ouais. Board, tu balances dessus, mais t'es en train de développer aussi des formations puis des entraînements reliés à ça spécifiques pour les gens. Il y a des utilisations, là. Ben c'est ça, tu sais, ça fait partie de rajouter de la valeur dans un produit qui est simple. Tu sais, je suis pas idiot, là, je sais que c'est une planche de bois sur un cylindre, c'est facile à faire. Fait que moi, mon but, c'est vraiment de rajouter justement de la viande alentour de l'os en tant que tel. Fait que c'est pour ça qu'on a décidé d'arriver avec des exercices, des entraînements que les gens peuvent faire à la maison pour justement leur permettre de maximiser l'utilisation de leur balance board, puis de rendre ça un produit qui est fonctionnel et pas seulement un jouet avec lequel tu t'amuses. Tu sais, c'est quelque chose qui va pouvoir être bénéfique dépendamment du type d'athlète que tu es ou du genre d'activité que tu pratiques dans ton quotidien. C'est une petite bébelle, facile à utiliser, qui est le fun, qui est addictif, mais les exercices vont définitivement permettre de rendre ça plus intéressant pour certains consommateurs, je te dirais. J'ai lu sur ton site que tu voulais en faire un sport aux Jeux Olympiques en 2044. Effectivement. Ben, tu sais, ça, c'est un grand rêve que j'ai eu. Tu sais, comme si on regarde, exemple, le skateboard dans les années 60-70, quand ça a commencé, c'est très marginal. Tu sais, t'avais juste des bums qui faisaient ça. Puis, tu sais, c'était pas vraiment un sport. Et lentement, mais sûrement, il y a des petites compétitions locales qui ont commencé à se créer en Californie, sur la West Coast. Puis, de fil en aiguille, ben, tu sais, on est 50 ans, 60 ans plus tard. Aujourd'hui, l'industrie du skateboard, ben, c'est immense. Ça vaut des milliards de dollars. Il l'a eu aux Olympiques récemment. Première édition aux Olympiques en 2022 ou 2020, je sais plus. Ouais, c'est quand même assez récent. C'est très récent. C'était la première fois que le sport rentrait aux Olympiques avec l'escalade, le breakdancing. Donc, c'est des choses qui font en sorte qui me permettent de croire qu'un jour, le balance board va pouvoir devenir un peu l'équivalent de ce que le skateboard est devenu aujourd'hui. Tu sais, c'est un sport qui est facile à pratiquer. Ça coûte pas cher. Tu sais, oui, mes planches, bon, ils sont un peu plus dispendieuses à cause de tout le travail que je mets derrière, mais n'importe quel enfant, personne de pays qui est un petit peu moins favorisé, tu sais, un pays de tiers-monde, par exemple, ben, tu peux te faire un balance board relativement facilement. Tu sais, les gens ils disent, je peux m'en faire un pour 15-20$. Oui, vas-y, fais-toi un pour 15-20$, mais tu peux t'en faire un pour bien moins que ça, tu sais. T'as juste besoin de trouver un cylindre, t'as une planche de bois, puis tu sais, lève-là ton balance board. Bon, il y aura des technicalités que tu pourras peut-être pas faire avec, mais la base va être présente. Puis c'est la même chose pour le soccer. Est-ce qu'ils font un ballon FIFA? Est-ce qu'ils font un ballon Adidas, excuse-moi, pour pouvoir pratiquer le soccer avec un filet, un terrain, un stade? Non. Tout ça, c'est du superflu. Mais les gens qui commencent à jouer au soccer, ben, ils commencent des fois dans les pays pauvres. Je vais prendre l'Afrique, là, excuse-moi, c'est le seul exemple que j'ai. Mais tu sais, ils n'ont pas besoin d'un ballon, ils vont prendre des retailles de linge, ils vont prendre une ficelle, ils vont faire un ballon avec, puis les buts, ben, ça va être un bout de bois, puis un pneu, puis ils vont quand même être capables de jouer, puis de s'améliorer, puis avoir du fun. Mais dans cette optique-là, je suis capable de penser que le balance board peut devenir un peu comme le soccer ou le skateboard. Ben, un mix du soccer qui est accessible et le skateboard qui est devenu qu'est-ce qui est devenu en dedans de 50-60 ans, je te dirais. Puis, juste pour l'imager, mettons le sport du balance board, parce que le balance board, on le regarde, ok, on va faire de l'équilibre dessus, on va travailler dessus, on va faire peut-être du yoga dessus. Ton sport, ultimement, dans ta tête, tu le vois comment? Ça ressemble à quoi? La discipline olympique du balance board? Ben, ça va être du freestyle balance board. Donc, c'est des manœuvres qui sont un petit peu un mariage entre, ben, c'est ça, le breakdancing puis le skateboard, où est-ce que les gars font des manœuvres, des acrobates, des flips sur balance board en maintenant leur équilibre, en touchant quasiment jamais à terre et toujours en rehaussant les niveaux de difficulté. Il y aura peut-être des modules qui vont être introduits de la même manière qu'aujourd'hui on voit des vert ou des sets de marche, des rails, des choses comme ça. Je sais pas encore comment ça va se développer, mais je laisse peut-être l'imagination de l'industrie ou de la communauté de balance board permettre au sport d'avancer. Moi, je veux mettre mon grain de sel en démocratisant ça, en le rendant plus accessible. Puis je me dis qu'avec l'aide de tout le monde, c'est pas quelque chose qui va reposer sur mes épaules, là, c'est sûr et certain. Mais c'est définitivement quelque chose qui va grandir ensemble, je te dirais, puis qu'un jour, on sait pas. Tu sais, je vise les Olympiques, ça va peut-être jamais se concrétiser, mais tu sais, j'aime mieux rêver grand, puis peut-être l'atteindre que de pas rêver du tout, puis de juste rester au stade de... On fait du rolla-bola, puis ça vient d'un cirque, puis ça reste dans le cirque, tu vois, genre... Fait que ça, c'est la vision long terme. Revenons en arrière. Comment tu as commencé Montreal Balance Board et c'était quoi ta vision au départ? J'avais pas vraiment de vision, en fait. J'avais pas l'intention de partir une business. J'ai fait un gros ménage dans ma vie en 2017.
J'étais représentant de bière dans l'industrie de la microbrasserie avec Archibald. Et ça faisait 7 ans que je travaillais dans la bière. J'étais un petit peu tanné de toujours faire la même routine. Fait que je suis parti au Costa Rica, j'ai tout calé ça là. Puis j'ai décidé de faire un voyage de 6 mois là-bas pour apprendre à faire du surf et à chiller, profiter de la vie. J'avais 32 ans, je me disais que c'était peut-être les dernières années avant que le sérieux de la vie allait comme kick in en quelque sorte. Et durant ces 6 mois-là, je me suis fait introduire au balance board par des surfeurs. Eux, ils s'en servent pour s'entraîner en dehors de l'eau. Et avec le peu d'expérience que j'avais en snowboard et en skateboard, je m'étais dit, ça va être facile. Je vais embarquer là-dessus, je vais tout de suite être bon, c'est sûr. Puis au contraire, je me suis vraiment pété la gueule. Mais le 5 secondes avant que je me pète la gueule, j'ai eu ce petit sentiment de contrôle-là qui était vraiment comme, je veux pas dire euphorique, mais c'est vraiment comme, oh wow, je l'ai. Tu sais, comme quand tu pognes de quoi pour la première fois, tu sais, t'as une genre d'excitation qui kick in un peu. Puis j'ai décidé de recréer ça. Puis dans la semaine qui a suivi, honnêtement, là, j'ai dû passer genre pas loin de 35 heures en une semaine sur le balance board. Et je me suis lié d'amitié avec 2 Brésiliens qui, eux, avec, tripaient là-dessus. Puis de fil en aiguille, on se challengeait, puis on essayait de rester plus longtemps, on essayait de faire des petites pauses. Puis c'est de là qu'est venue un petit peu la passion pour le balance board. Puis quand je suis revenu à Montréal, je m'en suis construit un, parce qu'évidemment, tu peux t'en faire un pour 20-25$. Il était pas très beau, tu sais, j'utilisais du plywood qu'on utilisait, pas du plywood, j'utilisais du bois qu'on utilisait pour faire des patios. Fait que c'était de l'épinette, c'était du gros bois très épais, pas très esthétique, mais j'avais ce que j'avais besoin, tu sais, le principe était encore là, comme je disais tantôt, un cylindre avec une planche de bois, puis de fil en aiguille, j'amenais ça dans les parties, dans les barbecues, les gens étaient comme « Hey, c'est cool, je peux-tu en avoir un, combien ça coûte? » Je n'ai vendu une coupe, puis là, à un moment donné, j'ai réalisé qu'il y avait un marché pour ça, puis j'étais comme « You know what? Let's do it, on essaye. » Puis je me suis lancé avec ça. Fait que là, c'est quoi la prochaine étape? Tu décides que tu vas vendre des balance boards pour vivre, tu pars une compagnie. What next? J'ai toujours voulu me partir une business. Quand j'étais jeune, j'étais, je pense, un entrepreneur né. Tu sais, comme dès que j'avais l'âge de 8-9 ans, mes parents ne m'ont jamais donné d'argent de poche. Fait que j'ai toujours dû mériter mon argent de poche. Fait que j'essayais de trouver des moyens. Puis, tu sais, à un moment donné, j'aidais mon père. Puis mon père me disait, on va aller t'acheter des bonbons pour l'aide que tu m'as donnée aujourd'hui. Puis là, je comprenais rapidement que si je travaillais, je pouvais avoir de quoi en retour, dépendamment de comment tu étais capable de le monnayer. Puis, là, je me suis proposé à laver la voiture de mon père. Je lavais ça tout croche, mais c'est pas grave. Il me donnait quand même 5$. Là, j'ai dit, hey, mais papa, il y a une voiture, maman en a une aussi. J'allais voir ma mère comme, OK, c'est beau. Elle voyait la job que j'avais faite sur le char de mon père, puis elle était comme, bon, on va juste l'encourager. Puis finalement, j'allais cogner aux portes des voisins. Puis là, l'hiver, les gens lavent moins leur voiture. J'avais une voisine qui avait un chien, je allais promener son chien. Puis là, de fil en aiguille, j'avais un graveur à CD. J'ai commencé à graver des CD illégalement. Puis, je les vendais à mon école. Fait que j'allais acheter le CD chez Archambault, je faisais une copie, j'allais vendre la copie, puis je ramenais le CD original. Puis, je me faisais comme une petite business déjà par là. Puis, j'ai fait ça avec plein d'autres choses dans ma vie, juste à temps que je tombe sur les balance boards. Tu sais, je voulais toujours me partir une business. J'ai toujours voulu être un entrepreneur, mais je voulais pas comme... On va niaiser notre chum Julien, là, mais je voulais pas juste vendre des t-shirts puis des casquettes, tu sais, des choses qui existaient déjà. Je voulais arriver avec de quoi d'un peu innovant, de quoi de nouveau, qui était pas vu sur le marché. Puis quand j'ai les balance boards qui ont commencé à se vendre par eux-mêmes, j'étais comme, you know what, this is it. Fait que je savais que j'allais être un entrepreneur un jour ou l'autre. J'attendais juste le bon moment, le bon produit, la bonne opportunité, puis assez clairement présenté à moi avec cette petite bébelle-là, je te dirais. Fait qu'on est pas post-2017, là, tu parles de l'année qui suit. Oui. En 2020, tu passes au Dragon. Ça ressemble à quoi? Parce que je sais qu'il y a plein de monde qui se partent une entreprise de produits qui veulent passer au Dragon. Tu t'es-tu fait approcher? Est-ce qu'il y a un processus pour passer au Dragon? Il y a définitivement un processus pour passer au Dragon. Il n'est pas si compliqué que ça. Tu peux soit te faire approcher par les recherchistes qui ont appris que tu existais par le biais des médias sociaux, ou tu peux appliquer le chemin un peu normal, je te dirais. Je pense que j'ai juste appliqué. Je pense pas m'être fait contacter. Du moins, je m'en rappelle pas. Ma mémoire me fait défaut en ce moment. Mais bref, j'ai appliqué. En fait, quand tu te fais contacter, ils te demandent d'appliquer. Puis t'appliques par la suite. Fait que c'est un peu le même affaire. Fait que j'ai appliqué, entrevue téléphonique au téléphone avec une recherchiste. Elle te pose des questions sur ta business, comment ça se passe, qu'est-ce que tu fais, où est-ce que tu vends. Tu sais, comme elle essaie de voir un petit peu si t'as vraiment une business ou t'as plus un hobby en tant que tel. Puis une fois que tu passes l'entrevue téléphonique, il t'invite à venir faire une démonstration, une présentation. Puis c'est un petit peu le même contexte qu'on voit à l'émission. Donc il t'invite dans un gymnase d'école, mais c'est pas vraiment un gymnase d'école, là, c'est un gymnase dans Radio-Canada, c'est un petit local. Tu rentres, ils sont 5 qui sont assis, puis là-dedans t'as des producteurs, des réalisateurs puis des recherchistes qui sont là. Le studio, c'est un gymnase. Ouais, ça ressemblait à un gymnase, me semble. Il y avait du tape à terre, un petit peu comme... c'est peut-être flou dans ma tête, mais il y avait des miroirs avec des pôles de danse pour
le ballet, là, un petit peu. OK. Fait que de mémoire, c'est un gymnase, là. Bref, c'est un grand espace. Puis tu rentres à l'intérieur, ils sont les 5 qui sont assis derrière une table, puis ils t'expliquent comment ça va se passer, puis ils disent, gars, on va te laisser 2-3 minutes, prends tes airs, sors, puis rentre comme si tu rentrais à l'émission. Nous, on va jouer le rôle des dragons, puis on va juger par la suite si tu mérites d'être invité pour l'enregistrement de l'émission. Fait que j'ai fait mon pitch, je savais que ça s'était bien passé déjà là, puis en sortant, j'étais comme, on s'en va dans quelques mois, il était comme... Avec confiance. Ouais, il est confiant avec sachet coquin un Tu peu. te sentais-tu plus intimidé quand tu as fait ça ou quand tu as fait avec les 5 dragons ou pas pantoute intimidé parce que tu as un background en vente? Étonnamment, j'ai jamais été intimidé. Quand j'ai passé à Dragon's Den en anglais, là, j'étais intimidé parce que c'était pas dans ma langue. Mais quand j'ai passé au Dragon, j'étais en pleine possession de mes moyens. Je m'étais super bien préparé. J'avais une amie entrepreneur qui avait précédemment passé au Dragon. Elle avait tout cassé. Taïna Chalifou de Dinapoli Café. Elle est incroyable, cette fille-là. Puis c'est elle qui a fait mon coach un petit peu à me préparer. Puis c'est elle que j'ai envoyé dans le bunker au cas où j'avais besoin de négocier. Parce que j'étais tellement à un stade précoce, prématuré de ma business que j'avais pas vraiment personne pour m'entourer en tant que tel. Puis là, j'étais comme, là, si je rentre dans le bunker, je parle à qui? Là, j'avais demandé à Taïna, elle avait dit oui. Puis finalement, j'avais pas eu besoin d'aller dans le bunker. Ça s'était super bien passé. Mais quand j'étais passé là-bas, je m'étais très bien préparé. Puis les moments de pression... I don't run away from these. Genre, ça me dérange vraiment pas. Des fois, tu te plantes, des fois, non. Mais l'important, c'est d'y aller puis juste d'attaquer le moment, je te dirais. Mais non, j'étais pas stressé. Pas du tout. OK. Pas stressé du tout, le gars. Mais c'est vrai. Puis on se connaît, là. On va pas se cacher, on se connaît. Puis on le sait que t'es un parleur, t'es un vendeur né. Mais pas stressé devant une grosse occasion comme ça. C'est quand même impressionnant. C'est vrai que t'es devant les gens souvent. Tu fais beaucoup d'événements. Tu le fais, ton pitch au quotidien. Fait que tu le connais, tu le vis. Et tu le fais encore en ce moment. Là, tu t'en vas, tu me disais, à Boston. Oui. Ben c'est ça, on fait des trade shows de plus en plus. Puis là, il y a le Ski and Snowboard Show qui a lieu à Boston. Puis l'année passée, j'ai fait un show à Toronto. Et ça s'est super bien vendu. On a tout vendu. Fait qu'on se pointe là-bas avec aucune vraiment une attente. C'est la première fois qu'on fait un show du genre. Et la clientèle était exactement le type de clientèle pour notre produit. La démographie, pile point dessus. Écoute, ça s'est tellement bien passé que tout le stock que j'avais amené, c'est tout vendu. Même le démo qu'on utilise, qu'on met à terre, sur lequel les gens mettent leurs pieds sales dessus, on l'a vendu à la fin du show. Et on top of that, à la fin, les gens venaient nous voir. C'est comme, j'aimerais ça en avoir un. T'es comme, OK, on n'en a plus à vendre, mais si tu veux, va sur notre site internet. Avec nous en ce moment, on va te donner un code promo. Tu vas pouvoir passer ta commande. On va t'en l'envoyer demain ou après-demain dès qu'on vient à Montréal. Comme ça, tu auras la chance d'avoir le deal qu'on fait, exemple, en événement. Et tu vas pouvoir ne pas rater l'occasion en quelque sorte. Puis ça a été vraiment incroyable. Fait que là, on s'est dit qu'on ferait tous les ski and snowboard shows. Fait qu'on va à Boston. C'est notre premier show qu'on va faire aux États-Unis cette année, après 5 ans. Certains diront, genre, 5 ans, c'est un peu long. Tu sais, je pense que j'aurais été aux États-Unis avant ça. On a passé à aller aux États-Unis avant, mais... c'est beaucoup plus compliqué, là, si je peux peut-être dire aux gens à la maison qui écoutent. Là, souvent, tu veux aller plus vite. Il faut apprendre à marcher avant de courir. Puis les États-Unis, oui, c'est un marché qui est 10 fois plus gros que celui du Canada, sauf qu'il y a énormément de complications qui viennent avec. Tu le sais, Simon, je t'ai contacté pour ça, pour de l'aide, au niveau justement de passer la marchandise par les douanes. Tu sais, il faut un broker en douane, il faut que tu aies un carnet ATA. C'est plein de petites technicalités que des fois, on pense pas au début. On est juste comme, yeah, America, think big, on y va. Sauf qu'au final, tu sais, genre, c'est complexe. Il faut que tu aies des droits, il faut que tu aies des permis, il faut que tu aies des accès, vice-versa. Fait que c'est notre premier show après 5 ans qu'on fait, puis je pense qu'on va frapper un coup de circuit là-bas aussi. Là. En tout cas, je m'attends à en frapper un home run. Un home run ou un grand chelem, dépendamment. Si on revend tout, là, je vais en amener beaucoup de stock, là, je veux pas en manquer comme la dernière fois. Fait que je vais peut-être en amener un peu trop, voyons voir. Mais je suis confiant. Pour le reste, je vais être la seule compagnie de balance board là-bas. Fait que on va s'attendre à frapper un grand chelem. Puis si c'est un coup de circuit, ce sera un coup de circuit. Puis si c'est un coup sûr, ben ça sera un coup sûr, c'est pas plus grave que ça. Tu sais-tu, il y a combien de personnes qui visitent cet événement-là chaque année? Ouais. Ils m'ont envoyé des documents avec des informations, mais honnêtement, ça m'intéresse vraiment peu. Tu sais, les événements, des fois, ils m'envoient des prospectus. Puis, tu sais, il y a certaines données KPI là, que tu regardes pour savoir c'est quoi qui est intéressant. Pour moi, c'était pas tant le nombre de personnes qui visitaient, c'était plus l'endroit, Boston, qui est quand même une ville, je pense, qui est relativement riche, qui a une bonne démographie, les gens sont éduqués là-bas. C'est de là que vient Harvard, hein, c'est ça? Yes. Ouais, je dis pas que ça représente toute la ville de Boston, mais bref, j'avais un petit blanc. Et le fait que c'est des clients de snowboard, de ski, c'est... Règle générale, les gens qui font du ski ou du snowboard sont aisés, ils ont des moyens.
Puis c'est des gens qui visitent pas des kiosques, mais des événements comme ceux-là. Tu sais, ils vont là avec un mindset d'acheteur, de consommateur. Ils veulent voir c'est quoi la nouvelle tendance. Ils veulent le nouveau cache-cou qui transpire pas ou la tuque qui est transparente, peu importe c'est quoi. Ils vont là pour acheter de quoi. Fait que tu sais, s'ils tombent sur mon produit, puis je suis capable de bien leur présenter les bénéfices qui sont reliés à mon produit versus le sport qu'ils pratiquent, c'est un contexte qui est tellement gagnant pour moi qu'il y ait 10 000, 20 000, 50 000 personnes qui passent. Je pense que mon impact va être bon, no matter what. C'est sûr que s'il y a 50 000 personnes, tu vas peut-être en vendre un peu plus. Mais encore là, tu sais, j'ai fait le Festival des Montgolfières il y a quelques semaines. C'est 250 000 personnes qui sont venues au festival. Il n'y en a pas 250 000 qui sont passés devant mon kiosque, mais c'est sûr que ça a affecté un petit peu les ventes. Je n'ai vendu beaucoup là-bas, mais je n'ai pas vendu au prorata d'un autre événement où il y en avait 10 000. Fait que c'est pas une tangente qui est à suivre, je te dirais. Mais il devrait y avoir beaucoup de monde, là, je pense bien. Là. Les événements, ça va bien, absolument. C'est quoi le pourcentage de tes ventes qui sont des événements versus en ligne versus tes points de vente, mettons? Ben là, ça l'a changé un peu dans la dernière année parce que vous êtes rentré dans l'équation. Je te dirais qu'avant, il y avait plus de ventes qui découlaient des événements. Là, maintenant, ça a diminué légèrement. Mais je pense qu'un gros chiffre, un ballpark que je pourrais vous donner, ça serait peut-être 10 à 15%, 18% de mes ventes proviennent de des événements ou de mes retailers, exemple. Fait que c'est vraiment pas négligeable. Est-ce que mettons que justement, tu as des entreprises qui peuvent aller là, est-ce que tu leur conseillerais, le petit qui se part une nouvelle entreprise, tu leur conseillerais-tu de faire le plus de salons possible au départ pour justement te partir et avoir une notoriété, ou comme te lancer dans un autre moyen de marketing? Qu'est-ce que tu penses qui est le plus payant pour une entreprise qui part? Oh, ben, c'est sûr, il faut que tu fasses des événements. Parce qu'en faisant des événements, ça va te permettre de rentrer en contact avec ton public, tes consommateurs. De comprendre. Exactement, de comprendre un peu ton marché, voir c'est qui est intéressé. Ça va te permettre d'améliorer ton pitch de vente, de le perfectionner, de l'optimiser, de t'assurer que ton message n'est pas unique. Tu sais, c'est pas un message qui s'adresse à tout le monde, c'est un message qui va varier du consommateur avec qui tu t'adresses. Moi, mon produit s'adresse à plusieurs types de consommateurs. Tu sais, précédemment, au début de ma business, je disais « Oh, mon produit s'adresse à tout le monde. » Oh, ton produit s'adresse à tout le monde, c'est vrai, mais encore là, tu peux pas arriver avec cette approche-là. Pour vraiment que tu compartimentalises ou segmentes, excuse-moi, ton marché pour vraiment être capable de savoir quoi dire à la personne à qui tu te restes. Tu sais, une mère de famille, je vais pas lui donner les bénéfices d'un joueur de hockey, puis quelqu'un qui fait du yoga, je vais pas lui parler du freestyle. Tu sais, ça va toujours être en contexte de consommateur à qui tu t'adresses. Fait que, oui, des trade shows, il faut que tu en fasses, c'est sûr et certain. Faut pas tout que tu les fasses. Parce que tu vas te faire énormément approcher. Les événements, eux, ils veulent remplir le plus possible leur espace kiosque pour rentabiliser justement leur événement. Sauf qu'il faut que tu choisisses tes événements en fonction de ta clientèle. Fait qu'il faut que tu connaisses ta clientèle pour savoir quel événement va être bon. Tu sais, j'ai longtemps été au Salon de la Femme. Je pensais que c'était bon parce que sur mon site Internet, 63% de mes ventes étaient des femmes qui achetaient mon produit. Fait que moi, j'étais comme, Salon de la Femme, parfait. Let's go, on va aller là-bas. Et finalement, j'ai compris que Salon de la Femme, c'était une clientèle qui était un peu plus âgée et qui répondait un peu moins aux critères de mon produit. Tu sais, souvent, je faisais l'événement, puis quand je pense être quelqu'un de sympathique, puis qui a de la personnalité, puis qui est capable de facilement approcher les gens, sauf que j'avais de la difficulté à faire essayer mon produit aux gens. Les gens disent, oh non, moi, je peux pas essayer ça, je vais me péter la gueule, c'est sûr et certain. Faites juste mettre vos pieds dessus, je vous garantis que vous n'allez pas tomber. Puis là, la bataille venait plus à parler de mon produit, mais à essayer de faire essayer les gens sur mon produit. Puis j'ai fait comme, tu sais quoi, des salons de la femme, c'est plus pour moi. La clientèle est trop... Elle est pas trop âgée, c'est pas ça que je veux dire, là, mais c'est pas ma clientèle cible. Fait que j'ai décidé de faire moins de salons de la femme. Parce qu'avant, j'allais à Toronto, j'allais à Québec. Là, je fais juste le salon de la femme de Montréal parce que le matin, je me dirige au Palais des Congrès. Le soir, je reviens dormir chez nous. J'ai pas de dépenses de restaurant, d'hôtel, de gaz. C'est très, très minime en tant que tel. Mais quand tu vas à Toronto, toutes ces dépenses-là s'accumulent. Là, t'es comme, ouais, c'est bien beau le salon de la femme, mais celle-là, il m'en coûte 2000 de plus que celle-là. C'est pas rentable. Pourtant, je vends le même nombre de planches. Fait que fais une étude, essaye-en, fais des petits marchés. Il y a plein de petits marchés où est-ce que tu peux aller. Ça va te coûter 100, 150 $, la journée. Puis ça va te permettre d'apprendre énormément sur ta clientèle. Puis en espérant que tu sois capable pour vendre pour plus que 150 $. C'est vraiment important, je pense, de justement d'aller chercher cet insight-là terrain. De comme, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que les gens pensent du produit quand ils l'essayent en live. Il y a comme vraiment une proximité qui s'installe qui est parfaite. Côté croissance, de ce que j'ai vu avec les entrepreneurs qu'on a invités au podcast, qu'on fait affaire dans le cadre de notre agence marketing, j'ai l'impression que ça vient souvent par des grosses marches que tu atteins. Que là, ça, c'est un moment charnière dans l'histoire de ton entreprise. Puis là, ça, pouf! J'ai vraiment eu un pic, là.
Puis 2 ans plus tard, un autre pic. Puis ça marche comme un petit peu par pic. C'est quoi tes pics à toi que tu as vu depuis que tu as parti ton entreprise? Définitivement les dragons, ça va sans dire. Là. Tu l'as ressenti sur tes ventes beaucoup? C'était... j'ai regardé plusieurs émissions des dragons, puis je pense, sous toute réserve, là, avoir eu le 2e plus gros impact sur ma business par rapport à toutes les autres présentations qui ont passé au dragon. Je pense que l'impact le plus gros a été Loop Mission, qui ont vraiment comme complètement explosé. Puis après ça, tu sais, comme moi, j'ai vraiment fait exploser mes ventes fois 11, tu sais. Comme d'une année à l'autre, faire fois 11, là, c'est quand même immense, là, je te dirais. Fait que les dragons, ensuite, la même année, j'ai passé à Salut Bonjour. Notre génération, on peut peut-être regarder sur Salut Bonjour pour avoir un petit sourire en coin en disant ouais, tu sais, émission qui est écoutée par des personnes un peu plus âgées, toute le kit, mais tu sais quoi, ce n'est pas à négliger parce que l'impact de mon passage à Salut Bonjour, puis c'est même pas moi qui ai passé, c'est Jean-Michel Anctil qui m'avait acheté un produit, trouvait ça cool, puis il m'a dit « Hey, on peut-tu en parler dans une capsule à Salut Bonjour? Tu peux-tu m'envoyer 2 démos? » Je suis comme « Oui, absolument, c'est cool. » Ça, c'est comme t'as donné 4 claques dans le dos en même temps différentes pour 4 raisons différentes. T'es sûr t'en veux pas 4 dans le board? 5, je vais toutes les envoyer. Là. Et j'y avais donné, puis il en avait parlé avec Gino Chouinard. Puis ça avait complètement comme tout cassé. Puis en plus, c'était le 4 décembre 2020. Tu sais, comme 20 jours avant Noël, tout le monde a sauté sur l'occasion. C'était une autre période où est-ce que j'ai été très débordé. Sinon, en fait, toutes les fois où j'ai passé à la TV, ça a eu un impact quand même assez majeur. Puis le dernier gros impact, c'est sans vouloir vous flatter dans le sens du poil, c'est depuis que je vous ai engagé pour faire la publicité sur les médias, d'avoir une bonne agence qui est capable de comprendre ton produit, d'avoir des bonnes métriques, un bon suivi sur le produit. Ça a été vraiment critique pour moi. Pendant longtemps, je pensais que mes publicités en ligne étaient bonnes parce que les gens qui géraient mes publicités étaient bonnes, sauf que ces gens-là avaient l'aide de mon passage à la télévision. Ça les faisait bien paraître. Mais maintenant que je passe moins à la télévision, ben, on retombe plus dans la normalité en tant que telle. Puis là, je réalisais que les rendements étaient pas là. Puis je me posais des questions, puis là, je me dis, je suis un bon entrepreneur, je suis en train de faire les bonnes affaires, est-ce que je devrais changer telle chose, je devrais-tu plus m'impliquer sur les médias sociaux? Tu sais, je regardais le travail que je faisais, c'est comme, non, tout le travail que je fais, il est fucking bon, genre, il est pas irréprochable, mais il est bon. Pourtant, les résultats étaient de moins en moins là, tout était en déclin. Là, je me disais, j'ai peut-être vendu assez de balance board au Québec. Là, je suis comme, attends, je l'ai vendu comme 12 000 balance board au Québec, on est 8 millions, là, je veux dire. Fais le calcul, là, il y a encore du stock à vendre, c'est sûr et certain. Fait que j'ai réadressé la situation, puis vous êtes rentré dans l'équation, puis depuis ce temps-là, ben, dans les 3-4 derniers mois, ça a super bien été. Les 3 derniers mois, ça a super bien été. Puis ça a été le dernier push. Sinon, j'ai fait un événement à Toronto où est-ce qu'on a encore une fois tout vendu. Les événements, c'est vraiment bon pour moi. Mais je pense que j'ai la gueule d'un emploi pour ça. Là. Genre, je suis pas gêné, j'approche les gens, je parle bien en anglais, je parle bien en français. Genre, je suis convaincant, je pense. Puis je suis capable d'aller chercher justement le bon pitch selon le consommateur à qui je m'adresse. Fait que les événements, c'est pas à négliger pour moi. Mais ouais, je pense que Dragon, salut, bonjour. C'est pas mal ça. Mais je peux te parler de mes moments bas aussi, j'en ai eu, là. Oh, vas-y fort. Ben, c'est ça, tu sais, les dragons au Québec, j'ai tout cassé, mais quand j'ai passé à Dragon's Den en anglais, wow, j'ai frappé le fond du baril, je te dirais, parce que je m'attendais à vendre énormément. Tu sais, au Québec, les dragons, je pense que les codes d'écoute sont aux alentours de 900 000 à 1 million de codes d'écoute. Et quand tu passes à Dragon's Den, c'est 2,7 millions. Fait que là, tu fais le calcul rapide, t'es comme, il y a 3 fois plus de personnes qui vont me regarder. Donc, en principe, il devrait y avoir 3 fois plus de ventes qui vont rentrer. Sauf que le calcul ne s'applique pas exactement comme ça, je te dirais. Bref, je me suis planté au dragon dans mes chiffres, je me suis fait caller out. Les dragons en anglais sont beaucoup moins gentils que les dragons en français. Les dragons en anglais, they're there for business. Eux, ils veulent juste avoir un rendement. Ils veulent savoir que la business va pouvoir scaler. Que eux, leur investissement de 10 000 aujourd'hui, il va leur rapporter 100 000 dans 2 ou 3 ans. Puis que tu sois quelqu'un de solide, qui a un potentiel infini. Tu sais, au Québec, ils sont gentils, ils sont soft. Les dragons québécois, plus. Oui, ben c'est... Ils veulent moins brimer, puis... Ils veulent pas te rabaisser, ils veulent pas te casser, parce que... Mais c'est ça, au Québec, si, mettons, un dragon dit à un entrepreneur... Ta business est pas bonne, si j'étais toi, j'arrêterais de faire ça. Tu sais, comme quelqu'un, tu sais, t'as des entrepreneurs qui arrivent au Dragon, ils sont comme, ouais, j'ai investi 125 000 depuis 3 dernières années. Ils sont comme, OK, c'est quoi tes ventes cette année? Ben, j'ai fait 22 000 de ventes. Ils sont comme, OK, non, arrête. Comme coupe l'hémorragie. Tu sais, mais au Québec, ils ont comme la difficulté à faire ça. Au Canada anglais, ils sont comme, quit that right now. Alors, retourne faire ta job. Arrête de mettre une scène de plus là. Ils vont te le dire. Ils vont être très cinglants avec toi. Mais tu sais quoi? Des fois, il faut être cinglant. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Puis eux, ils mettent pas des gants blancs pour te le dire. Ils ne pas dans le sens du poil. Non, vraiment pas. Puis moi, ils m'ont pas frappé dans le sens du poil. Puis ça s'est reflété sur les consommateurs. Tu sais, au Québec, j'ai eu un deal.
J'ai eu une commande, mon pitch était bon, il s'adressait aux consommateurs en anglais, ils ont juste montré les conversations qu'on a eues au niveau des chiffres avec les dragons. Fait que les consommateurs se sentaient moins interpellés. J'ai pas parlé des bénéfices du produit, à quoi ça pouvait servir. Fait que le consommateur, il a regardé ça comme un téléspectateur, puis il a fait comme, puis là, j'ai pas eu de deal au final, je me suis fait un petit peu ramasser. Fait qu'ils ont vite passé par-dessus ça. Tu sais, autant qu'au Canada, au Québec, j'avais fait 100 000 $ de vente en une semaine. Au Canada anglais, après une semaine, je pense pas que j'avais fait 25 ventes, genre. Après avoir passé à la télévision nationale. Fait que je me suis royalement planté à ce moment-là. Puis les 2 mois qui ont suivi, dépression complète. Je me remets en question, est-ce que je devrais continuer un business? J'avais 1700 planches de prêtes à sortir parce que moi, je m'étais dit, ça va sortir comme des petits pains chauds. Puis là, je me suis assis sur un inventaire pendant presque 8 mois, 10 mois de temps à ne pas produire de balance board parce que j'avais tellement de stock en inventaire qui était invendu suite à mon passage que ben finalement, je les ai vendus petit à petit, lentement mais sûrement. Mais ouais, ça a été un bas, je te dirais. Fait, autant au Québec, j'ai été un héros qu'au Canada anglais, j'étais un gros héros, je te dirais. Qu'est-ce qu'on dit? Nul n'est prophète dans son pays? Ouais, c'est ça. Nul n'est prophète dans son pays, c'est ça l'expression? C'est quoi l'expression? Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que, ouais, clairement, je suis zéro prophète, là. Fuck all. Damn! Ouais, c'est vrai que ça fait mal là, quand tu t'es préparé à un gros pic puis que là, c'est le contraire complet. Ouais, ça fait mal. Puis là, tu as réussi à vendre tes planches. Mais puis là, un des scoops, c'est que tu es en train de produire un nouveau produit, un nouvel type de planche. Ouais. Ouais. Ben on a déjà celui-là ici que vous voyez, que je vous ai fait un cadeau de. C'est le modèle 360. Fait que ça, c'est comme un produit qui est vraiment dédié pour les adeptes de sport aquatique, de sport de planche aquatique comme le surf, le wakeboard, le kitesurf, le paddleboard. Et on en a un autre qui s'en vient, c'est... j'ai pas encore trouvé de nom. Malheureusement, peut-être vous allez pouvoir m'aider là-dessus en brainstormant. Je pense l'appeler le swingboard parce qu'en fait, c'est comme une grande planche qui est sur laquelle tu te tiens en équilibre, mais qui repose sur un système de cordes qui sont aux extrémités de la planche, avec une petite structure qui est fournie avec ça. Et c'est un produit qui est nouveau. J'ai vu ça. Honnêtement, mon inspiration vient carrément de TikTok, Instagram là-dessus. J'ai vu ça sur les médias sociaux. J'ai vu comment c'était construit. Je me suis dit, écoute, je peux utiliser le bois que je recycle et faire le même produit de mon côté. Il y avait des petites modifications au niveau à faire des dimensions, la structure, mais tout le reste semblait relativement simple à faire pour moi. J'avais accès à la machinerie pour le faire. Puis on va sortir ça d'ici... avant Noël. Sans mettre de date, là, parce que des fois, quand je mets une date, je respecte jamais vraiment mes échéanciers. Mais avant Noël, ça devrait sortir, c'est sûr et certain. Puis c'est un produit qui est un peu plus volumineux, c'est moins facilement transportable que les planches que j'ai actuellement. Mais c'est quelque chose qui va plus s'adresser, exemple, aux écoles de paddleboard, les écoles de surf, les centres de conditionnement physique, ou plus les centres, comment on appelle ça, les endroits, les maisons de jeunesse. Des endroits, les camps de jour. Ça va être un jouet volumineux, mais que tu vas pouvoir laisser dans un endroit, tout le monde va pouvoir s'en servir. Il n'y a pas besoin vraiment d'assistance pour l'utiliser la première fois. Tu sais, comme ceux-là, tu peux te péter la gueule quand tu l'essayes au début si tu ne tiens pas, tandis que l'autre, il est vraiment plus de niveau débutant, intermédiaire, je te dirais. Fait que c'est notre nouveau produit, ouais, le Swingboard. Oui, on va voir comment ça va aller. Mais il y a déjà de la demande. J'ai fait des stories avec notre prototype. Puis il y a beaucoup de gens qui nous ont écrit en disant quand est-ce que ça sort? On peut déjà chancer. Est-ce qu'on peut déjà s'en acheter un? Avez-vous une liste d'attente? Là, au début, je suis comme non, ça va sortir dans pas long. Mais là, tu sais, j'ai reçu comme une quinzaine de messages là-dessus. Fait que je sais qu'il y a des gens qui sont intéressés. Tu penses en faire un Kickstarter? Non, je pense pas. Ouais, Kickstarter, ça, c'est une affaire par contre. C'est une bonne idée sur papier quand tu n'as aucune infrastructure en place en tant qu'entrepreneur. Si tu as un site Internet qui marche bien, tu as des médias sociaux, tu as tes abonnés, tu as ta communauté à toi, d'aller sur Kickstarter, c'est pas la meilleure solution. Ça peut t'aider, c'est sûr et certain. Moi, ça n'a pas été vraiment la meilleure expérience parce que Kickstarter, ce qui arrive, c'est qu'ils prennent 8% de toutes les ventes que tu fais. Fait que mettons que tu te fixes un objectif de 10 000 $, ben au final, il va falloir que tu leur remettes 800 $ à eux. Et je trouve pas que l'aide qu'ils t'apportent par rapport à leur plateforme est si importante versus le 8% qu'ils prennent. Je trouve que j'ai fait beaucoup d'efforts pour atteindre mon objectif, pour finalement réaliser que je leur donnais de l'argent, puis je trouvais pas que l'apport qu'eux m'avaient amené, à part le fait que c'est Kickstarter, puis c'est le house name pour tout ce qui est crowdfunding, puis socio-financement, mais au final... tu vas là si tu n'as pas de site Internet, si tu commences, tu veux faire un test, tu veux t'assurer que ça marche, c'est peut-être une bonne plateforme, mais il n'y aura pas de Kickstarter pour le Swingboard, ça, c'est sûr et certain. Je pense pas que c'est quelque chose qui est vraiment qui est bon pour moi. J'ai déjà une bonne communauté, puis j'aime mieux
me reposer, rely on them en quelque sorte, que d'y aller avec une plateforme comme Kickstarter. Il y en a plein d'autres, tu sais, je pense que la ruche, ça peut être bon pour les gens au Québec, tu sais, comme, ça dépend toujours de la communauté que tu as, ça dépend toujours du produit, du service que tu offres, puis où est-ce que tu en es rendu dans ta business, mais je pense que c'est le genre de plateforme qui est bon pour les débuts d'entreprise, quand tu commences en entreprise. Tu sais, comme quand tu as commencé Wavency, t'as-tu commencé avec un studio, puis avec déjà des bureaux? Non, t'as dû commencer dans ton sous-sol avec ton laptop, puis lentement mais sûrement t'as grandi, puis là on a des beaux mics, on a des belles caméras, tout le kit. Fait que tu y vas graduellement, fait que je pense que graduellement, quand tu commences au début Kickstarter, c'est bon, c'est bonne plateforme. Fait là, je dis mon mot là-dessus. Alright, je vais y aller. Ils me regardent les deux comme si c'était à moi de parler, genre évidence. Je dois y aller. Ok, t'as dit que ton nouveau, le swingboard, c'est peut-être, tu sais, pour des endroits plus communautaires, mais quand même, tu vas y vendre à des individus. Tu penses que le price point, il va se situer où pour ton nouveau produit? Ben, je regarde ce que la compétition fait sur Internet, les Internet. Ça dépend, tu sais, il y a différentes essences de bois qui sont utilisées. Eux, le produit, je regardais, genre, ça se vend comme 799 €. Je sais pas combien ça donne les euros en dollars canadiens, mais ça doit être aux alentours de 1100, 1200 $ à peu près. Le mien devrait se situer aux alentours de 450, 500 $ maximum. Je veux rendre un produit accessible. Moi, ce que je veux, c'est démocratiser. Tu sais, il y a des gens qui me critiquent comme quoi mon produit est trop cher, mais de l'autre côté, je regarde qu'est-ce que la compétition fait sur le marché, puis je me dis, il y a toujours un price point, où est-ce qu'il faut que tu te situes en termes d'entreprise. Moi, ce que je veux, c'est démocratiser, rendre ça accessible. Faire un petit peu moins de marge, mais faire du volume, ça m'intéresse plus. Fait que le swingboard devrait être aux alentours de 400-500 $, je te dirais. Là. J'ai fait 2 prototypes jusqu'à date, puis j'évalue les coûts de combien ça coûte. Je sais pas ce que vous en pensez. Pensez-vous que c'est un bon prix? Tu l'as vu? Tu l'as-tu essayé, Simon? Je l'ai pas essayé. Je l'ai même pas vu en personne. J'ai vu des vidéos. Ça a l'air super le fun. Il faudrait que je l'amène ici Mais je me dis que, tu sais, si t'as 2-3 enfants, ça sort juste avant Noël. Pas pire un cadeau de groupe, là. Ben, c'est un peu l'idée de le lancer avant Noël, je te dirais. mais j'aime le fait quand même que ton audience que tu parles, c'est plus les centres de sport et tout ça, parce que c'est quand même un produit qui est gros. Volumineux, ouais. Que je vous invite à aller le regarder. Ouais. Mais c'est quand même volumineux, puis ça fait du sens aussi dans un contexte de peut-être d'aller s'entraîner au gym, d'aller justement faire des activités pour les jeunes ou tout ça. Là, je pense que je vois vraiment une validité. Je pense que ça va être dur à vendre aux particuliers, plus que ton balance board qui est plus, je pense, démocratisable. Oui, absolument. À cause de son volume, puis peut-être son price point, ça va plus être du B2B. Ça va me permettre de rentrer dans B2B, mais tu sais, je rentre un swingboard, ben ça va peut-être me permettre de rentrer 2-3 balance boards comme ça. Fait que c'est une nouvelle clientèle que je vais aller chercher qui va me permettre de pouvoir vendre d'autres produits, d'augmenter un petit peu je veux pas dire average card value parce que c'est pas vraiment, ça s'applique pas vraiment, mais définitivement ça va peut-être m'ouvrir des portes. Il y a peut-être des gens qui vont voir mon produit, ils vont voir que c'est fait au Canada, puis ils vont découvrir d'autres produits par la suite. Fait que c'est un amalgame ça fait partie de plein d'actions que tu fais pour développer ton brand et ta marque. Là. Tu nous parles de ce nouveau produit-là, mais je suis curieux que tu nous fasses ton speech de vente pour ton produit flagship du Balance Board. Fais-nous un speech de vente de... Qu'est-ce que tu veux dire, mon produit flagship? Ton Balance Board qui est le Balance Board initial? Classique, le classique. OK, le classique. Mais tu sais, un Balance Board, ce qui est simple avec ça, c'est que c'est une planche d'équilibre que tu peux utiliser dans un espace restreint. Et en essayant de maintenir ton équilibre, ça te permet de travailler tous les petits muscles stabilisateurs de ta ceinture abdominale et du bas du corps, ceux dans les hanches, les genoux et les chevilles. C'est une bonne manière pour monsieur, madame, tout le monde de prévenir les blessures à long terme et une bonne manière aussi de s'activer le matin avant de pratiquer un sport. Ça permet d'envoyer du sang dans le bas du corps, ça permet de travailler ces petits muscles-là qui, règle générale, on va négliger. Si jamais les gens vont au gym, mais tu sais, je prends l'exemple des gars, par exemple, ils vont entraîner les pectoraux, les biceps, les épaules, tu sais, les gros muscles flagrants, c'est souvent ceux qui sont ciblés. Sauf que les petits muscles stabilisateurs qui sont alentour de ces gros muscles-là sont tout aussi importants pour te permettre d'avoir justement une meilleure précision, d'un plus grand nombre de répétitions quand tu le fais, puis aussi être capable d'avoir un meilleur contrôle justement dans les différents mouvements que tu vas faire. Tu sais, il y a des gens qui s'entraînent juste au gym, et il y en a d'autres qui pratiquent des sports. Je pense que mon produit va beaucoup plus s'adapter à des athlètes qui vont pratiquer un sport X, Y, Z pour améliorer justement la coordination, les réflexes, les transferts de poids, la coordination. C'est toutes des choses qui vont permettre à un athlète d'être plus flexible, d'être plus coordonné,
d'avoir un meilleur contrôle de son corps, une meilleure proprioception. Puis tu sais, c'est un produit qui s'adresse à monsieur, madame, tout le monde. Le produit, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de sexe. Donc, que tu sois un enfant ou un adulte, un gars ou une fille, n'importe qui peut embarquer dessus puis avoir du fun. Sauf que là, j'en parle d'un côté très technique où est-ce que c'est bon pour des muscles, des aptitudes physiques. Mais au final, tu sais, tu as des jeunes enfants qui ont des troubles d'apprentissage, qui ont un TDA. Souvent, ils ne peuvent pas rester en place. Ils peuvent pas rester concentrés pendant longtemps. Ils ne sont pas capables de garder le focus. Ben, un balance board, ce qui est bien, c'est que ça te permet de rester actif tout en étant statique au même endroit. Donc, j'ai des écoles maintenant qui m'appellent pour entrer des balance boards dans les classes pour justement ces enfants-là qui ont plus de troubles à pouvoir se concentrer pendant une longue période de temps. Ils peuvent rester au même endroit, rester actifs, brûler leur énergie, puis ça leur permet d'accentuer justement leur concentration, d'être capable d'être plus attentifs en classe, au lieu d'être en train de déranger les autres élèves, de faire du bruit ou juste de tout simplement pas écouter. Fait que j'ai eu une conversation avec une neuropédagogue il y a quelques mois de cela, pour être bien honnête. Puis c'est elle qui m'avait écrit et elle était impressionnée par la simplicité du produit, mais par l'efficacité qu'elle pouvait apporter par son utilisation. Puis elle voulait justement faire un test avec des élèves. J'ai envoyé un balance board, mais avec mon organisation légendaire, je n'ai pas fait de suivi avec elle. Il faudrait que je la relance, mais elle était très intéressée par le produit pour justement les jeunes enfants. Puis aussi, tu sais, les enfants qui, à la maison, cassent tout parce qu'ils sont en train de courir à gauche puis à droite ou qui font du skate dans la maison. Mais tu sais, le balance board, tu peux simplement les installer devant la télévision. Comme ça, ils peuvent rester actifs en regardant la télévision. Fait que tu sais, les parents qui trouvent que leurs enfants s'en viennent un peu comme des couch potatoes, ben c'est comme, OK, parfait, la première heure, tu as le droit de l'écouter dans le divan, mais si tu veux continuer à écouter la télévision après la première heure, il faut que tu te mettes sur ton balance board. Comme ça, au moins, tu sais que l'enfant, il fait pas juste regarder la TV puis il se fait brainstormer, il est en train de bouger, son cerveau travaille différemment, il est concentré à son équilibre, ça développe sa motricité, ça développe ses muscles, fait que ça a plein de petits effets bénéfiques sur le long terme pour ces jeunes enfants-là. Fait que les adultes, les athlètes, c'est bon. Les plus jeunes enfants, c'est bon. C'est pour ça que je dis mon produit s'adresse un peu à monsieur, madame, tout le monde. Faut juste que tu sais, je suis capable d'aller trouver ou de pinpoint le bénéfice en fonction de qui t'es puis qu'est-ce que tu fais dans la vie. Je pense que c'est une force d'un vendeur, là, je pense. Puis tu as dit que ton produit, il vend 63% en ligne à des femmes. Oui. Pour des femmes, tu sais, de 30 à 50 ans, c'est quoi la variation de ce pitch-là? OK, exemple, genre, c'est quoi les bénéfices pour eux? Ouais, c'est quoi parce que tu as parlé d'enfants puis d'athlètes, mais c'est pas à eux que tu vends réellement. Absolument, tu as raison. Ben, en fait, je te dirais que, tu sais, ce que j'ai dit précédemment s'applique aussi aux femmes. Je veux dire, c'est pas uniquement pour... Il y a des femmes athlètes, puis il y a des femmes qui vont au gym aussi. Mais tu sais, il y a beaucoup de femmes qui vont introduire, exemple, dans leur session de yoga. Ou c'est juste un outil que tu peux utiliser en coin. Justement, mettons, de plus en plus, le télétravail gagne en popularité. Donc, les gens sont à la maison, puis là, ils veulent améliorer leur installation. Ils veulent plus avoir une simple chaise avec un bureau assis. Ils veulent avoir un bureau qui s'élève ou qui se descend. Fait que quand le bureau est élevé, ils peuvent rester debout. Ben, il y a de plus en plus d'accessoires qui sont vendus pour permettre justement un mouvement des hanches, des chevilles, des genoux, pour pas rester un petit peu statique. Parce que veux pas, faut que tu restes devant l'ordinateur. Mais ce qui est bien, c'est quand tu fais du balance board, c'est ton bas de corps qui se déplace, mais tes épaules restent droites. Donc, ça te permet de te concentrer, d'avoir ta main sur ton clavier ou ta souris, puis de continuer à faire tes travaux ou tes tâches administratives, cléricales que tu as à faire pour ta job. Fait que ça devient un outil pour les gens qui travaillent à la maison. Tu peux l'introduire, comme je disais, dans les sessions de yoga. Tu peux l'introduire dans tes entraînements à la maison. Souvent, les femmes, en règle générale, vont peut-être moins s'entraîner avec des poids, plus avec des élastiques de résistance. Ils vont avoir des plus grandes répétitions. Puis les femmes ne veulent pas aller chercher des gros muscles. Ils veulent juste raffermir. Ils veulent avoir une bonne flexibilité. Et le balance board, bien, ça permet d'être un petit outil qui leur permet de faire ça de manière un petit peu loufoque, amusante, sans que ça soit comme, mets-toi à terre, fais la planche pendant 2 minutes, ou donne-moi 10 push-ups. Non, fais juste te tenir en équilibre sur la planche. Ça devient un exercice, mais c'est aussi un challenge. Juste de se maintenir en équilibre, t'es comme, hey, la dernière fois, j'ai fait 30 secondes, cette fois-ci, je vais en faire 45. Mais tu sais, cette 15 secondes-là de plus, ben, c'est ton corps qui va compenser pour le faire, mais au final, c'est juste un challenge. Tu sais, c'est comme une petite compétition interne envers toi-même. C'est ce qui fait que ça va chercher peut-être un peu plus les femmes, puis que ça représente le 63%. C'est le bout addictif, on dirait que tu parlais tantôt de je me donne un petit défi, puis là, je l'ai eu. OK, un peu de ce que tu parlais tantôt de la première fois que tu l'as essayé quand tu étais au Costa Rica, ton 6 premières secondes, c'était oh! C'est cool. C'est cool. Ouais. Là, je l'ai eu, mais ça doit faire aussi la même chose si tu l'essayes en planche, puis en position, ça de vraiment faire la planche par terre, puis de réussir pendant 30 secondes, mais ça doit te donner ce petit boost-là de, j'ai pas l'hormone en tête, là, de dopamine, oui. Que genre, oh nice, j'ai réussi ça. Absolument. Mais tu sais, ce que je dis, c'est, je veux pas généraliser ce que je viens de dire à propos des femmes, mais je pense que c'est une caractéristique qui aide à représenter le 63%. Puis, tu sais, mon produit, je l'ai mis beau, esthétiquement. J'ai fait des vidéos d'entraînement de yoga. J'ai fait des vidéos pour montrer aux enfants. Puis, tu sais, souvent,
exemple, la fête des mères arrive, là. L'homme va acheter un cadeau à sa femme, mais il y aura moins de, thought process derrière ça, tandis que la femme va mettre beaucoup plus... Tu sais, les femmes achètent les cadeaux beaucoup plus que les hommes, rendus à Noël. Tu sais, comme tu as une famille, un homme, une femme, 2 enfants, qui c'est qui achète la majorité des cadeaux? C'est la femme. Fait que, oui, c'est 60% des femmes qui achètent mes produits, mais c'est peut-être pas nécessairement destiné à eux. C'est peut-être destiné à leur mari ou à leurs enfants. Fait que, tu sais, faut prendre une part des choses quand je dis ce chiffre-là aussi. Là. C'est sûr que c'est pas 63% juste des femmes, l'autre 37% juste des hommes. Eux vont faire beaucoup plus d'achats. Les femmes consomment plus, je pense, en ligne que les hommes. Tu sais, il y a plein de tangentes qui peuvent être... pas tangentes, mais de facteurs qui peuvent être incorporés dans cette donnée-là. Là. Ah, c'est extrêmement vrai ce que tu dis. Au bureau, on en a un. Ça fait un bout qu'on en a un. Puis c'est vrai que ça devient... C'est vraiment le fun. Ça te donne un repos. Tu sais, t'es assis, ça fait une couple d'heures, t'es assis, t'es tanné. Là, tu te mets debout, t'es sur le balance board, tu travailles. Puis soudainement, genre, c'est plus léger, tu te sens plus réveillé. Tu sais, ça fait... Genre, tu flows dedans, puis... Ça t'active, ça te met dans un flow state un petit peu, je suis sûr et certain. Ouais. Tu sais, je vois souvent Abel essayer, là, à chaque fois que je rentre, c'est lui que je vois le plus souvent dessus avec Maude. Puis honnêtement, tu sais, il est devant l'ordinateur, puis tu le vois, là, son regard, il est zoomé, il est directement sur sa tâche à exécuter. Pourtant, il est sur son balance board, fait que son corps s'occupe à faire autre chose, puis sa tête lui permet de vaguer à ses occupations. Là. Je pense qu'on a rencontré comme la moitié de nos voisins dans le bureau à cause de ça. Comme ils passent, puis ils voient quelqu'un sur le balance board, c'est comme... Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi ça? C'est quoi qui se passe? Puis c'est un conversation starter. Là, c'est incroyable, hein, pour de vrai. C'est fou. J'ai fait un salon, le salon de l'homme. Tu sais, il y a le salon de la femme, il y a le salon de l'homme qui ont fait une tentative en 2021. Malheureusement, ils ont fait leur tentative durant la pandémie. Ça n'a pas levé. Il n'y a pas eu beaucoup de personnes qui se sont pointées là-bas. Les gars qui organisent ça sont sacoches, mais je pense que c'est plusieurs facteurs mis ensemble ont fait en sorte que ça a été... Je veux pas dire, ça vraiment, il n'y a pas eu beaucoup de personnes. Je pense que sur 3 jours, là, il y a eu moins de 1000 personnes qui se sont présentées, puis eux nous avaient annoncé 25 à 30 000 personnes. Fait que ça a vraiment été très, très calme comme show. Puis ben, les exposants se promenaient, puis allaient voir les autres exposants. Puis j'ai autant vendu dans ce show-là que dans des shows que c'était bondé de personnes. Parce que les gens, ils savaient pas quoi faire, ils s'emmerdaient, il y avait pas beaucoup de passants qui venaient à leur kiosque. Fait qu'ils allaient voir d'autres kiosques, finalement ils voyaient le mien, ils trouvaient ça cool, ils en achetaient un. Puis à un moment donné, à la fin, le dimanche, je me suis promené dans tout l'événement. Honnêtement, tout le monde était sur son balance board. Puis il y en a un qui me dit, hey, tu sais quoi, il dit, ta bébelle, ça me permet d'accrocher les gens. Il embarque dessus, il l'essaye, puis pendant que je leur tiens les mains, je peux leur pitcher mon produit, puis j'ai leur pleine attention à ce moment-là. Puis là, quand j'ai réalisé ça, je suis comme, c'est vrai, faudrait que j'aille cette approche-là pour les autres business. Tu sais, c'est juste un conversation starter ou une bonne manière d'avoir un moment privilégié avec ton client où est-ce que t'es face à face, puis cette personne-là est concentrée à faire du balance board, mais elle va être quand même apte à t'écouter puis à entendre tout ce que tu as à dire. Fait que n'importe quoi que tu as à y pitcher ou à lui parler de, ben ça devient un contexte idéal pour ça à cause du balance board. Mais je suis content de savoir que les gens viennent vous voir à cause de ça. Ah ouais, littéralement, ça, là. Tout le temps. Cool. Tout le temps. Je vais aller les voir. Je vais dire, en passant, le balance board que vous voyez, c'est le mien. Non. Nick, ton produit, c'est un balance board. Faisons un petit segment sur le work-life balance. J'avais bien hâte à cette phrase-là. Wow, t'es fier. Jim, il est fier, guys. Ah ouais, hein? Écoute, work-life balance, j'en ai pas vraiment. Honnêtement, je travaille par séquence. J'ai pas beaucoup d'organisation dans ma vie. Je pense que vous êtes les premiers témoins de ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais souvent donner un gros push pendant 1 semaine ou 2 semaines pour ensuite ne rien faire pendant les 2 suivantes. Donc, j'ai pas vraiment un équilibre qui est sain, je pense. Beaucoup de gens vont y aller avec pondération, y aller graduellement, un peu de constance. C'est vraiment pas des termes qui me définissent, je te dirais, en tant qu'entrepreneur. Je suis plus le genre de gars qui va donner un gros blitz, qui va travailler énormément fort pendant plusieurs jours pour justement prendre off par la suite. J'ai énormément de difficultés à avoir un work-life balance. Je sais pas, j'ai toujours été comme ça. Est-ce que c'est ça que tu conseillerais ou c'est ça que tu penses, c'est non. balance, c'est non. différent pour tout le monde? Ouais, c'est différent pour tout le monde, puis je conseille pas ça à personne. je me considère pas comme étant la normalité. La normalité ou un entrepreneur, comment dire, pas exceptionnel, mais le mot m'échappe. Exemplaire. Je suis clairement pas un entrepreneur exemplaire parce que je te dirais qu'il y a beaucoup d'opportunités d'affaires que j'ai ratées par mon manque d'organisation, mon manque d'assiduité ou de suivi. J'ai des situations qui se sont présentées à moi, mais je suis malheureusement le même genre d'entrepreneur que j'étais le genre d'étudiant à l'école. Tu ne voulais pas m'avoir dans ton équipe. Comme on rentre en classe, personne ne se connaît, tu me regardes, il a l'air sharp, il s'exprime bien, hey, on le prend dans notre équipe, il doit être un bon étudiant, un bon élève, lui.
Tu le regrettes très rapidement dès la semaine numéro 2 où est-ce que je me suis pas pointé au meeting numéro 1, puis meeting numéro 2, j'arrive en retard, puis j'ai pas fait les choses que j'avais à faire. Mais rendu à la fin de la session, tout le monde était en crise contre moi, mais quand c'est le temps de faire l'exposé oral, je casse tout. Je me présente devant la classe, je suis capable de prendre le projet la veille, le regarder, le lire, puis de le verbaliser, le vulgariser très facilement puis très bien devant une classe. La classe ne m'effraie pas. Tu sais, t'as des gens, quand t'arrives en groupe, c'est comme « Ah, qui c'est qui va faire la présentation? » Je suis comme « C'est cool, je vais m'en occuper. Oh, « T'es-tu sérieux? Tu vas la faire? » Je suis tellement content. Moi, devant une classe, je fige, je stresse. Le gars, je suis comme « Moi, c'est mon environnement naturel. » Fait que je suis le même genre de personne. Quand c'est le temps de pitcher, de faire un podcast, ça me fait tellement plaisir d'être là, de raconter mon day-to-day. Mais demande-moi d'exécuter mon day-to-day de manière organisée, constante. Par rapport à ton entreprise, tu dis peut-être le fait d'être pas organisé puis tout ça, ça doit peut-être perdre des opportunités. Est-ce que ça te fait chier là, ou tu le regardes comme je suis comme ça puis moi je suis bien avec ça? C'est sûr, ça me fait chier, mais tu sais, j'ai réalisé de quoi comme l'année où j'ai passé au Dragon, tu sais, je me suis fait sortir de ma zone de confort, j'ai eu beaucoup plus de demandes que ce que j'étais capable de fournir. Puis je me suis retrouvé dans un genre de situation où est-ce que je devais courir après ma queue. Puis tu sais, comme, it's never enough, OK? On est dans un monde capitaliste. Tu vas toujours pouvoir faire mieux que l'année précédente. Tu vas toujours pouvoir faire mieux que la semaine passée ou mieux qu'hier. Tu vas toujours pouvoir... It's always better. Mais à un moment donné, il faut que tu traces ta ligne et tu dis, c'est quoi? Moi, ça me convient. J'ai pas besoin d'aller chercher plus. J'ai pas besoin d'être millionnaire dans ma vie. J'ai pas besoin d'avoir 4 chars, un mansion, une piscine, un chalet. Je veux dire, tu sais, je pense que je suis habité d'une bonne simplicité volontaire. J'ai pas besoin de m'acheter énormément de choses. Je suis pas matérialiste. Moi, ce que je veux, c'est du temps. Ma valeur numéro 1, ma richesse numéro 1, c'est mon temps. Je peux faire ce que je veux, quand je veux, comme ça me tente. Puis, je manque pas d'argent. Puis, rater des opportunités d'affaires, au final, c'est juste de l'argent en moins dans mon compte de banque. Puis moi, de l'argent en moins dans mon compte de banque, c'est un chiffre sur un écran. Parce qu'on va se dire aujourd'hui, t'as plus des billets, t'as plus de l'argent physique. Tu sais, que le chiffre, ça soit écrit 10 000 ou 20 000 ou 2 000, je veux dire, j'ai pas besoin de tant que ça pour vivre. Fait qu'au final... Rater des opportunités, oui, ça me fait chier, mais ça m'affecte-tu vraiment? Non, pas du tout. Parce que mon day-to-day me convient parfaitement en ce moment. Tu sais, je me lève à l'heure que je veux. Je vais travailler quand il y a des besoins que j'aille travailler en tant que tel. Mais je veux dire, je donne pas mon 110%. Il y a beaucoup de gens qui vont dire que ça, c'est lâche un petit peu, c'est pas une bonne manière d'approcher. Non, c'est juste que moi, je me suis fixé cette limite-là. Je suis sûr que d'autres entrepreneurs pourraient prendre ma business puis la skyrocket complètement. Comme pour moi, travailler 65 heures semaine, ça m'intéresse pas du tout. Je préfère en travailler 25, 30 et être satisfait avec ça. Tu sais, il y a des gens qui sont comme « Ouais, mais tu préfères 150 000 par année à travailler 60 heures semaine. » Tu sais quoi? Je préfère en faire 75 000 puis travailler 30 heures semaine. 75 000, ça me convient amplement. Mais beaucoup de gens, malheureusement, dans le contexte dans lequel on évolue en ce moment, l'environnement capitaliste dans lequel on évolue, c'est toujours faire plus d'argent. Tu sais, comme « Money is everything » pour trop de gens. Pour moi, ça n'a pas vraiment autant de valeur, je te dirais. Comme j'ai habité au Costa Rica pendant 6 mois, puis pendant le dernier mois que j'ai habité là-bas, là, 3, 4, 5 soirs d'affilée à manger un bol de riz avec la salsa Lizano dedans, j'étais bien content parce que j'étais au paradis. J'étais pauvre comme Crésus, mais tu sais quoi, j'avais jamais été aussi heureux de ma vie. Puis à ce moment-là, j'ai eu le déclic dans ma tête que l'argent c'est important, mais c'est tellement pas une priorité dans la vie. Puis depuis ce temps-là, je me suis dit, tu sais quoi, si je vois que je travaille trop puis que ça me rend malheureux, je relâche la pédale puis c'est pas plus compliqué que ça. Tu sais, si on a un problème avec, tu sais, tu m'as dit, on fait de la publicité en ligne, si tu vois que t'es pas capable, on va juste peser pause sur les publicités. Je suis comme, c'est vrai, il a raison, on a besoin de peser pause, c'est pas plus grave que ça, genre. Puis tu sais, il y a d'autres gens qui sont comme, non, on peut pas rater l'opportunité, la vague est là, faut la surfer, faut faire le plus d'argent possible maintenant, parce qu'on sait pas c'est quand que la prochaine vague elle va revenir. La vague, je pense que c'est toi qui la crée. C'est toi l'instigateur de ce genre de mouvement-là. Puis de croire qu'un moment ne se reproduira plus, je pense que ça appartient à chacun de le reproduire ou pas. C'est pas quelque chose qui est hors de ton contrôle. C'est vraiment une nice approche que tu valorises ton temps. C'est quoi que tu fais dans ton temps que toi, ça t'allume, puis c'est pour ça que tu vis, c'est ça qui te fait vivre? Check, mettons au niveau de la business, souvent on a des listes de priorités à faire. J'ai la priorité 1 à 9 qui est super importante, puis la priorité 10 qui est développer un nouveau produit. Souvent, je développe un nouveau produit quand c'est pas vraiment important d'en développer un nouveau. Comme le swingboard, c'était pas un bon moment pour le faire, mais j'ai juste vu l'opportunité, puis ça m'allume. De penser à un produit, les dimensions, la fonctionnalité, comment je vais maximiser mon bois, comment je vais être capable d'être le plus efficace possible, justement, dans la récupération de mon bois. Ça, étonnamment, ça m'allume. Avoir des espaces de vie qui sont simples, avoir des espaces de vie qui sont accueillants. J'aime ça aller à mon chalet. J'aime ça travailler comme... Ça fait 3 fois en 10 ans que je refais mon fire pit. J'aime ça faire ça pour le reste. Tu sais, comme, t'as des gens, des fois, là, qui trouvent un plaisir fou à tondre le gazon le samedi.
plus je vieillis, plus je les comprends. Pour le vrai, avant, t'es comme, tourne ton gazon, on paye quelqu'un pour le faire, puis fais autre chose avec ton temps, tu sais, va faire de l'argent au lieu de le faire toi-même. T'es comme, non. Oui, je pourrais payer quelqu'un pour le faire à 20$ de l'heure, puis moi, je value que mon temps en vaut 40, par exemple. Encore là, j'aime ça, tourner le gazon, je vais tourner le gazon. Fait que les petits plaisirs de la vie, je te dirais, je m'attarde beaucoup à ça. J'aime ça jouer au hockey énormément. J'essaie de jouer le plus possible. J'ai été blessé durant les 10 derniers mois. Maintenant, je vais m'engager dans toutes les ligues de hockey possibles. Voir du monde, socialiser. C'est vraiment les choses qui m'allument. Développement de produits. Des petits tocs. Genre, je pense que je suis OCD sur certaines choses, mais c'est des choses qui occupent mon temps. J'écoute beaucoup de films. Je suis bon avec toi, du Netflix, j'en fais beaucoup. Ma blonde habite au Nouveau-Brunswick. Je passe beaucoup de temps à aller la voir, back and forth. Des événements. J'aime ça faire les événements. T'sais, autant que c'est du travail, des événements pour moi, que je vais là parce que ça me permet justement d'être en public. Puis j'adore l'énergie de la foule, l'énergie des gens. C'est des choses qui occupent beaucoup de mon temps. Ouais, je te dirais pas mal ça, je te dirais. Ouais, j'aime ça jouer au hockey. J'aime beaucoup ça. Ton slogan, Move Through Life, oui. Balance ta vie, c'est arrivé quand même récemment. Parle-nous de ça un petit peu, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Move Through Life, en fait, mon brand avant s'appelait Montréal B-Board. Là, je réalisais que quand je me faisais présenter à tour de bras, les gens étaient comme Nicolas Loisel de Montréal Board. Puis c'est comme, c'est pas Montréal Board, c'est Montréal B-Board. Puis là, j'ai essayé de marteler le B-Board, mais j'ai réalisé que ça rentrait plus ou moins dans la tête des gens. J'étais comme, faut que je trouve un nom qui va rester relativement le même, sans le dénaturer complètement, mais que les gens vont pas se tromper puis qu'ils vont vraiment appeler ça comme ça. Fait qu'au lieu d'appeler ça Montréal B-Board, j'ai maintenant appelé ça MTL Balance Board pour être capable de exporter le brand en dehors du Québec. Parce que c'est bien d'avoir un nom de ville dans ton brand, sauf que autant que ça peut t'aider localement, que je pense que ça peut pas nécessairement te nuire, mais ça peut être un désavantage quand tu essaies d'aller, exemple, à Boston. Je pense pas que les gens à Boston, là, qui sont des fans de hockey, vont triper sur Montréal Balance Board. On va se le dire, tu sais, c'est les Bruins de Boston, les Canadiens de Montréal, rivalité incroyable. Bon point. Fait que j'ai décidé d'appeler ça MTL Balance Board pour plus qu'il y ait la confusion avec B-Board. Fait que Balance Board, les gens le prononcent tout le temps bien. Puis le MTL, le slogan a découlé Move Through Life. Donc non seulement c'est l'acronyme de Montréal, mais c'est aussi l'acronyme de mon slogan. Move Through Life, bouger à travers la vie, sans nécessairement que ça soit forcé, juste un balance board, t'embarques dessus, puis tu bouges sans vraiment que tu y penses. Fait que c'est un peu de là qu'est venu le slogan en anglais. Puis en français, balance ta vie. C'est venu de la décision que j'ai prise en 2017 quand j'étais allé au Costa Rica pendant 6 mois. J'ai vraiment comme balancé ma vie en l'air. Là. J'ai vendu mes meubles, je me suis séparé de ma copine, j'ai quitté mon appartement, quitté ma job, j'ai balancé ma vie en l'air, puis j'étais allé au Costa Rica. Puis je trouvais qu'il y avait un petit clin d'œil par rapport à un petit peu mon cheminement, puis le produit en tant que tel. Tu sais, quand tu fais du balance board, tu veux pas, tu balances. Il y a comme le sujet de l'équilibre de vie est comme vraiment inhérent à ton entreprise, j'ai l'impression. Puis ça part du début. Oui, absolument. C'est sûr et certain que, tu sais, un moment donné, il y avait juste trop de travail, fait que j'étais pas heureux à travailler trop fort, puis je faisais la bonne argent, mais j'étais pas heureux. Fait que j'ai juste été d'un bord à l'autre complètement. C'est pour ça que tu me disais tantôt, y a-tu un bon équilibre work-balance? Work-life balance. Work-life balance, exactement. Il y en a toujours pas dans ma vie. Autant que j'ai trop travaillé avant, que j'ai décidé de rien faire pendant 6 mois au Costa Rica. Puis là, je reviens, puis je travaille 2 semaines par mois, mais je travaille fort pendant 2 semaines, puis je fais rien pendant 2 autres semaines un petit peu. Fait que oui, l'équilibre a toujours eu un lieu, mais tu sais, je trouvais ça bien de partir une business là-dedans parce que l'équilibre, tu sais, comme c'est un mot qui est trendy un peu. Tu sais, c'est comme tout le monde veut appliquer l'équilibre. Tout a besoin d'équilibre. Tu sais, tu regardes le yin et le yang, là. C'est l'équilibre parfait. Je veux dire, la base de la vie, c'est l'équilibre. Exactement. Fait que tu sais, c'est un petit peu facile au niveau marketing, au niveau branding, d'aller dans cette tangente-là puis d'utiliser ce terme-là pour bâtir justement l'entreprise que j'ai faite aujourd'hui. Fait que ça va de soi. C'est dans la question, mon Simon? On wrap up? Moi, je suis correct à rapper. Je trouve que Nick nous a bien fait part de ce qu'il représente. Puis c'est quoi Montréal? J'allais dire B-board, balance board. C'est bien chill, non? Mais si tu dis le B-board, ça me convient amplement. Mais si tu dis Montréal board, ok, c'est correct. Mais j'en tiens pas rigueur à personne, c'est correct. Mais pour vrai, je trouve ça cool, le MTL B-board, le MTL balance board, pour le fait de commencer des États, le fait de commencer à aller justement dans le reste du Canada, ou plutôt ça se fait un bout que tu es dans le reste du Canada, mais de l'attaquer vraiment genre hardcore, d'avoir ce slogan-là qui devient comme ton MTL est une tellement belle continuité. Mm-hmm. Puis c'est pour vrai hâte de voir justement cette continuité-là, que ça fait quand même un an et demi, 2 ans qu'on se connaît. C'est hâte de voir ta progression, c'est hâte de voir que t'es fucking passionné. C'était hâte de te parler, mon cher Nick. Si on veut trouver tes produits, si on veut te jaser, où est-ce qu'on fait ça?
Meilleur endroit pour me rejoindre, ça va être définitivement Instagram. Donc, c'est MTLBBOARD. Ça va être écrit en dessous de l'écran ici. Non, ça marche tout de même ou pas? On peut. On peut le faire, j'espère que ça va être fait. MTLBBOARD, mais ça, c'est notre acronyme pour toutes les plateformes, que ce soit TikTok, YouTube, Instagram, Facebook. Si tu tapes MTLBBOARD, tu vas pouvoir nous trouver. Puis, toutes les plateformes, on a notre équipe derrière moi, a.k.a. juste moi, qui va vous répondre dans les plus brefs délais. Mais c'est vraiment la meilleure manière de pouvoir contacter notre brand. Une personne, mais certainement un one-man army. Un gros merci, Nick, d'avoir participé à cet épisode de Success Factory. Puis on vous voit next week for another episode. Yeah. Merci pour l'invitation. Ciao, guys.